à présent passer à une nouvelle séquence sur l'habitat choisi. Et j'invite à me rejoindre sur scène Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable et du directoire de la Fédération Habitat et Humanisme, et Patrick Garnier, administrateur de la Fédération Habitat et Humanisme. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous avez des... Bonjour. Ça va et vous? Vous vous mettez où vous voulez, hein. Donc vous avez co-signé un ouvrage donc intitulé L'habitat choisi et si nous changions nos habitudes aux éditions PC. Et dans ce travail, vous proposez, donc là, ouvrez les guillemets, un changement radical de méthode dans l'approche du logement. Et vous appelez à tenir davantage compte de l'idée, par exemple, de soins au sens large, ou de faire évoluer l'idée de propriété. Donc il y a beaucoup d'autres idées et on va justement pouvoir en évoquer de nombreuses. Et je vais tout d'abord me tourner vers M. Pelletier. Donc votre ouvrage propose de choisir son habitat et de changer ses habitudes. Est-ce que vous pourriez un peu nous résumer ce que vous entendez par là? Oui, alors d'abord, il faut dire que on a écrit cet essai avec la modestie qu'il faut, parce que on est loin d'avoir envie de donner des leçons à quiconque. En revanche, on est parti d'une observation qui peut peut-être être partagée, qui est que le modèle avec lequel la politique du logement est conduite dans notre pays depuis 40 ans est le même modèle que celui qui a permis la reconstruction et la construction de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il s'est agi de reconstruire et de construire, je pense que notre pays a été très bon. Il a compris qu'il fallait une implication très forte de l'État qui, avec un centralisme assumé, a produit sur tout le territoire des logements avec une approche plus quantitative que qualitative, même si le choix des emplacements était souvent très exceptionnel, et avec un modèle assez stéréotypé qui était: on va fabriquer des logements pour loger la famille type d'alors, qui était un ménage avec 2 enfants. Et on a permis, pendant ces années-là, les 30 glorieuses comme on dit, on a permis qu'un élan très fort se fasse à partir de cette politique dans laquelle l'État s'est fait pas seulement prescripteur, mais aussi constructeur, et ce parc s'est développé. Moi, je pense qu'on est, que sans s'en rendre compte, ou en feignant de ne pas comprendre que les choses ont changé, on est toujours un peu sur le même modèle, qui est de procéder sous forme d'une stratégie de l'offre, et ce faisant, de continuer à penser que les mêmes solutions sont adaptées à l'ensemble du territoire, et que, en somme, la production permet d'espérer ce qu'on nomme souvent sur la forme de la théorie du ruissellement, permet d'espérer qu'un logement construit ici va en libérer un autre là pour loger des gens qui ont besoin d'être logés. Bon, on sait que ce système-là ne fonctionne pas bien, et avant de venir, j'ai réouvert dans ma bibliothèque, j'ai tous les rapports de la Fondation Abbé Pierre depuis un certain temps. Le diagnostic est rigoureusement identique il y a 20 ans de ce qu'il est aujourd'hui. Et en somme, avec la meilleure volonté du monde, on progresse, on ajuste l'outil, mais on ne change pas radicalement les choses. Et donc notre idée, c'est de dire, est-ce que
le moment n'est pas venu d'arrêter de raisonner en fonction de mesures plus ou moins adaptées, mais de raisonner sur le plan du système, de la méthode, en basculant vers une stratégie de la demande, partir des besoins, considérer que ces besoins sont extraordinairement différents, c'est plus la famille type que j'ai décrit qu'il faut loger, considérer que les besoins des territoires sont extraordinairement différenciés, et donc si on adopte cette stratégie de la demande, ça conduit à donner la main aux collectivités territoriales pour qu'elles conduisent la politique du logement, ça conduit à ce que les financements et notamment la fiscalité immobilière aient basculé à leur profit, et ça conduit à permettre d'ajuster les règles juridiques en fonction des particularismes locaux. Je sais bien qu'en disant ça, je bouscule, probablement de manière excessive, une société qui n'aime pas changer ses habitudes. Et donc je mesure que les idées vont rester des idées pendant quelque temps, mais nous avions envie ensemble d'écrire cela. Monsieur Garnier, quel type de ville vous souhaitez mettre en avant dans cet ouvrage? Vous faites notamment une différence entre logement et habitat. J'imagine que c'est une vision un peu plus large, vaste du sujet. Est-ce que vous pourriez un peu nous évoquer ce point? Alors, effectivement, la distinction entre logement et habitat, ça reprend ce que Philippe vient d'évoquer en parlant d'une approche très quantitative qui est celle du logement. Le logement, ça se traduit toujours par combien on en produit. Et puis les caractéristiques techniques, c'est un logement, c'est des mètres carrés, c'est combien de pièces, c'est quel étage, quelle orientation. Alors que quand on va parler d'habitat, le spectre va être plus large. L'habitat, il va avoir comme conséquence une approche spatiale, une approche sociétale, et non pas uniquement une approche quantitative, voire technocratique, comme on pourrait l'avoir avec le logement. Le fait d'imaginer le logement intégré dans la vie, et donc de parler d'habitat, c'est prendre en compte les autres paramètres de la vie des individus qui ne sont pas que le fait de s'abriter dans un lieu qui leur appartient ou qu'ils louent, et qui serait un élément autonome et défensif dont ils ont besoin, mais qui doit s'intégrer dans d'autres éléments de la vie. Donc cette ville inclusive que nous souhaitons, cette ville recomposée qui permet d'avoir toutes les activités possibles dans une unité de temps, de proximité pratiquement immédiate et avec le minimum de transport, c'est-à-dire des services, des commerces, des loisirs et du travail. C'est ce que est peut-être en train de réussir le programme très méritoire dont on parlait ce matin d'Action Cœur de Ville, qui en rénovant 222 centres urbains de villes moyennes, est en train de montrer que c'était possible. Vous parliez justement de cette volonté des Français d'avoir un chez-soi, etc. Je voulais passer la parole à nouveau à Philippe Pelletier. Les Français souhaitent rester propriétaires, c'est montré dans pas mal d'études qu'on voit, de sondages, etc. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Dans votre livre, il y a des propositions un peu de revoir cette notion de propriétaire. Alors, le besoin de propriété, l'envie de propriété ne faiblit pas, et tous les sondages montrent que chaque ménage aspire à être propriétaire de son logement. Ce qui conduit par voie de conséquence à ce que tous ceux qui ne peuvent pas être propriétaires sont locataires par défaut et pas par choix. Je suis locataire parce que je ne peux pas être propriétaire. Et ce modèle, c'est un modèle français qu'on ne retrouve pas, par exemple, du tout en Allemagne, où le nombre des locataires est supérieur à celui des propriétaires, en Allemagne et en Suisse, par exemple, où le nombre des propriétaires est supérieur à celui des locataires, et où le choix d'être locataire est assumé parce que le locataire est très protégé dans son logement, avec des loyers bas. La chose est un petit peu en train de changer, mais avec des loyers bas et avec un droit au maintien dans les lieux très clair.
Pourquoi est-ce que les deux pays sont aussi différents l'un de l'autre? C'est probablement parce que en France, on s'arc-boute sur une idée que je considère comme être une impasse, qui est rechercher en permanence, et on fait ça depuis bientôt 40 ans, le 22 juin prochain, ça fera 40 ans, chercher le bon équilibre dans la relation locative entre les propriétaires et les locataires. Cette voie-là est une voie que je crois sans issue, parce que l'un estimera toujours que l'autre est mieux protégé que lui. Et donc, on propose deux choses dans cet essai. L'une pour favoriser l'accès à la propriété, l'autre pour faire qu'on ne soit pas locataire par défaut et espérer que l'envie de propriété pourra s'amenuiser. Du côté de la location, l'idée est de dire, et là encore on va peut-être surprendre, protégeons davantage le locataire dans son logement. Mais en contrepartie, traitons le bailleur comme un entrepreneur à part entière et dotons-le de tous les avantages qu'a un entrepreneur qui amortit son outil de travail, impute son déficit sur le revenu global, etc., etc. C'est le système allemand. S'il y a un parc locatif en Allemagne si abondant et de très bonne qualité sur l'ensemble du territoire, c'est parce que les bailleurs ont été traités comme des agents économiques à part entière depuis toujours. Et donc on dit, sur le plan juridique, on peut renforcer la situation du locataire si sur le plan économique, on renforce la situation du bailleur. Donc créons une attractivité pour le locatif du côté des bailleurs et du côté des locataires. Et de l'autre côté, puisque l'accès à la propriété se heurte à une difficulté de solvabilité qui est très considérable, essayons, et j'emploie le mot avec prudence, essayons d'expérimenter en France des formes allégées d'accès à la propriété ou des formes d'accès à une propriété allégée. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être propriétaire à perpétuité du bâti et du sol? Est-ce que notre besoin de propriété, qui est souvent un besoin de sécurité, ne se satisfait pas si j'ai la propriété pour un certain nombre d'années, si j'ai la propriété du bâti et pas nécessairement du terrain, si j'ai l'usufruit du bien et pas nécessairement la nue propriété, si j'ai un mécanisme progressif d'accès à la propriété, voire dégressif de sortie de la propriété quand je vieillis, bref, une propriété élastique. Alors, cette idée-là, elle a du sens dans un seul cas, et sinon il faut l'oublier et la renvoyer à plusieurs générations. Elle a du sens si mes enfants et petits-enfants accorderont moins de place aux besoins de transmission du logement que la génération actuelle. Aujourd'hui, la volonté de transmettre est telle qu'il ne peut pas y avoir ces formes de propriété que je qualifie de allégées ou amoindries. Mais je pense que les choses évolueront. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on reste seul comme les derniers dans notre précaré à vouloir cette propriété pleine et entière, que les Anglais n'ont plus depuis longtemps, ils ont une propriété à temps, que les Américains n'ont pas de fait parce qu'ils construisent pour une durée beaucoup plus courte que nous ne le faisons, etc. Et donc je dis, la clé est celle-là. Si le besoin de transmettre le logement devient moins prégnant, alors il y a des formes d'accès à la propriété qui seront ouvertes pour le grand nombre, parce que toutes ces formes allégées, elles contribuent, les calculs coïncident à peu près tous,
à réduire de 30% le ticket d'accès à la propriété. Donc voilà deux pistes que l'on mène, l'une sur la location, l'autre sur la propriété, pour faire bouger les lignes et faire qu'on arrête d'avoir ce rêve impossible qui nous bascule vers une location choisie par défaut. On peut avouer que ce tableau n'est pas très encourageant. Monsieur Garnier, il y a également un point qu'on peut souligner, c'est que les évolutions dont vous parlez dans votre livre, certaines sont aussi demandées par les ménages. Je pense par exemple au fait de participer soi-même à l'élaboration de son logement. C'est un processus qui se fait de plus en plus, sûrement pas assez, mais on le voit apparaître. Est-ce que vous voyez les choses également comme ça? On voit qu'avec la crise du Covid, il y a eu de nouvelles demandes. Enfin, on fait que parler de ça depuis le début de la journée d'ailleurs. Je crois que l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et je vais me permettre de reprendre une autre casquette que celle d'Habitat Humanisme, où j'interviens en tant que bénévole. Je suis par ailleurs promoteur, et ce qui me donne peut-être le droit de dire à quel point je considère que l'industrie immobilière a manqué à beaucoup de ses obligations, notamment en termes de marketing. C'est la seule industrie de grande consommation qui n'ait pas fait de marketing pendant des décennies. C'est-à-dire qui ne s'est pas soucié des besoins du consommateur, qui s'est contenté de subir des réglementations extrêmement contraignantes et successives. Donc il y avait de bonnes raisons au fait de ne pas en plus en rajouter une couche en essayant d'être novateur. Mais de ce fait, on s'est très peu intéressé à l'utilisateur final, qui est celui qui va acheter ou qui va occuper en tous les cas le logement. Alors, ça se traduit par des améliorations indiscutables, mais qui sont toutes le fait de la réglementation. Nous avons des logements qui sont, pour les plus récents, beaucoup mieux isolés vis-à-vis de l'extérieur, tant au niveau thermique que même au niveau acoustique. En revanche, ça s'est accompagné d'un certain nombre de régressions. Alors on peut en citer quelques-unes. Il y a une étude Qualitel qui a été faite à ce sujet, et il y a des choses assez étranges. La hauteur moyenne sous plafond des logements en 1945, les logements construits en 1945 avaient une hauteur sous plafond de 2,67 m. Aujourd'hui, on est à peine plus de 2,40 m. 27 cm de moins. Dans le même temps, les Français ont gagné 10 cm de taille. Cherchez l'erreur. On a, du fait de la réglementation facilitant l'intégration des personnes handicapées, et évidemment, nous sommes tous favorables au fait que les personnes handicapées puissent habiter les logements de manière simple, on a été obligé d'agrandir la taille de la chambre principale pour permettre au fauteuil de tourner autour du lit. Ça s'est traduit par quoi? Presque systématiquement, on a supprimé le placard de la chambre principale. Je pourrais multiplier les exemples. L'élargissement de la taille des toilettes a fait qu'on a mis les toilettes dans la salle de bain plutôt que d'avoir des toilettes séparées, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, nous assistons globalement, malgré l'évolution des réglementations, à une qualité de vie qui n'est pas en amélioration. Et on pourrait parler d'un élément qui va nous préoccuper beaucoup dans les années qui viennent, qui est la qualité de l'air. Certains commencent à s'y intéresser, mais il y a tout à faire. Donc on voit bien qu'on est parti de réglementations qui étaient nécessaires, mais ça n'a pas conduit à avoir des améliorations substantielles de l'ensemble des logements. Alors, pour répondre à votre question sur comment est-ce que les habitants pourraient participer plus à l'élaboration de leur logement, ben là encore, en tant que promoteur, il faut bien reconnaître qu'on ne propose rien au propriétaire, à l'acquéreur. Rien. Il peut choisir la couleur de son carrelage et parfois le mode de pose du parquet, mais ça ne va jamais plus loin. Quel que soit le prix du logement, quel que soit le promoteur, quel que soit l'endroit où l'on construit. J'ai eu l'occasion de travailler sur des projets d'habitat participatif. Ça prend un peu de temps, mais on arrive à intégrer des demandes des habitants à l'avance, dans la conception même du projet, avec parfois des solutions qui peuvent être originales. Moi, j'ai réalisé un immeuble dans lequel les habitants ont préféré, il n'y avait que 2 étages, que l'on supprime l'ascenseur pour améliorer la qualité architecturale et, on va dire, environnementale des façades. Bon, c'est un choix des acquéreurs.
c'est pas forcément... Jamais un promoteur n'aurait fait ce choix-là, jamais. Parce qu'il aurait eu peur de ne pas vendre, et c'est légitime. Donc on voit bien que associer le consommateur en amont du projet, c'est une démarche qui n'est pas du tout inscrite dans les gènes de la production immobilière, mais c'est une zone de progrès qui peut être très importante, surtout dans une période où on s'aperçoit que les demandes ont changé de manière rapide, et la crise sanitaire l'a bien montré. Le fait de bénéficier d'un espace de travail chez soi, le fait d'avoir des espaces extérieurs, il y a des demandes nouvelles qu'il faut essayer de satisfaire, et pas uniquement en disant « ah ben nous, on met 1 mètre de balcon dans tous les logements, donc on a réglé le problème ». Et alors, dernière question, alors il nous reste 2-3 minutes, donc je vous demanderai s'il vous plaît d'être assez succinct et efficace, enfin comme vous l'étiez d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics par rapport, alors vous pouvez garder la parole, peut-être Monsieur Garnier, pour essayer d'encourager, il y a déjà des choses qui ont été faites, mais pour aller plus loin dans ces dimensions-là? Alors c'est une question, si j'avais la réponse, si nous avions la réponse, on serait heureux de vous la donner, elle n'est pas unique, mais c'est en tous les cas une prise en compte différente, moins technocratique, des demandes des individus et des problèmes territoriaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des réglementations, on a des dispositifs qui sont décidés nationalement et qui sont appliqués nationalement. Que la réflexion soit globale, c'est une évidence. Les applications, elles, doivent être territoriales, voire à l'échelle de la ville, peut-être du quartier ou de l'îlot. On ne peut pas légiférer de manière nationale aujourd'hui. Les solutions à trouver sont trop variées pour qu'on puisse imaginer qu'elles soient faites d'une seule manière. Monsieur Pelletier ? Oui, je prolonge en disant que ça tombe assez bien parce que le candidat Macron à la présidence de la République a proposé 2 réformes concernant le logement. L'une, c'est de favoriser l'accès des locataires en mettant à leur disposition une caution un peu sur le modèle de la garantie Visale qui permette d'accéder facilement à la location. Et l'autre, c'est la décentralisation de la politique du logement. Donc moi, l'attente que j'ai, c'est que cet engagement présidentiel puisse prendre corps pendant la mandature. Et je crois que cette affaire-là réglerait assez grandement, apporterait de manière assez spectaculaire une réponse aux questions qu'on pose, c'est-à-dire basculer vers une prise en compte de la demande à partir des territoires avec des règles adaptées aux besoins locaux, tout en sachant qu'en disant ça, on révolutionne le Landerneau. Voilà. Eh bien, beau programme. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci.